Bonjour à tous, nous allons attaquer la responsabilité administrative, l'introduction à la responsabilité administrative. Avant, petite info, car j'ai reçu pas mal de mails, de DM, de messages. Concernant le droit administratif, vous allez recevoir en parallèle du droit de la responsabilité civile sur la chaîne les podcasts donc concernant la responsabilité administrative, aujourd'hui l'introduction, ensuite nous verrons la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute, et nous verrons, vu que la question m'a été posée, le REP et le RPJ, donc le recours pour excès de pouvoir et le recours de pleine juridiction dans des podcasts prochainement, donc ce mois-ci et le mois prochain. Je vous souhaite par ailleurs bon courage pour vos révisions. Vraiment, je pense à vous. Donc, c'est parti, on attaque tout de suite. Donc, c'est comme pour les podcasts en droit de la responsabilité civile. Vous prenez une feuille blanche, un stylo, vous vous isolez. Bon, ici, pas besoin de code civil, mais vous pouvez prendre votre constitution et votre gaja et une petite feuille en plus pour marquer la jurisprudence. Vous mettez votre portable en mode avion, vous vous isolez, vous vous concentrez. Avant d'attaquer le principe de la responsabilité aujourd'hui, je vous donne les fondements jurisprudentiels principaux qu'on va voir aujourd'hui. Car pour ne pas vous assommer et pour que vous compreniez à quel point le droit public est passionnant en réalité, je vais vous donner seulement la jurisprudence essentielle. Je ne vais pas vous assommer avec des JP qui ne sont pas essentiels. Je vous donne donc les principales qu'il faut absolument savoir par cœur. Et là, vous pouvez les noter dès à présent. Comme ça, lorsque vous suivrez ce podcast, vous les aurez sous les yeux. Donc c'est parti. Si je peux, je les ferai s'afficher sur l'écran. TC, tribunal des conflits, vous le savez. TC, Blanco, 8 février 1873, première JP à savoir. Deuxième JP, TC, Pelletier, 30 juillet 1873 également. Même date. Je vous le donne dans l'ordre chronologique. TC, L'aumônier Carriole, 5 mai 1877. Ensuite, on passe au Conseil d'État. CE, Aubry, 21 mars 1947. CE, Assemblée, 24 novembre 1961, Le Tisserand. CE, Section, 5 janvier 2000, Consort, Tel. CE, Anguet, 3 février 1911. Si je ne donne pas la formation de jugement, c'est qu'il n'y en a pas. CE, Lemonnier, 26 juillet 1918. CE, Assemblée, 18 novembre 1949, Demoiselle Mimeur. Et enfin, CE, Assemblée, La Ruelle et Delville, 28 juillet 1951. Voilà la jurisprudence à savoir pour ce cours-là qu'on va faire aujourd'hui. Petit rappel, parce que je vois que mes confrères sur YouTube ne vous donnent pas des bons conseils, et même pour des fiches que j'ai vu passer, des fiches qui sont payantes. La jurisprudence n'est pas écrite en entière. Je vous le dis tout de suite. Vu qu'ici, on vise l'excellence. Le but ici, c'est pas seulement que vous ayez la moyenne. Le but, ce n'est pas que je vous lise Wikipédia ou je ne sais quoi. Le but, c'est que je donne le meilleur de moi pour que vous puissiez viser l'excellence, la note la plus haute possible le jour du partiel. Donc là, la jurisprudence, si par exemple, vous me dites TC Blanco 1873, c'est 0. Il faut la date en entier. 8 février 1873. Pareil pour les arrêts du Conseil d'État. Il faut noter la formation de jugement. Par exemple, CE, Assemblée, s'il n'y a pas le Assemblée, c'est pareil, c'est 0. 24 novembre 1961, Le Tisserand. Attention à ça pour la jurisprudence. C'est parti, le principe de la responsabilité administrative. Alors déjà, comme d'habitude, comme je vous le dis à chaque fois, dans chaque type de droit, il faut comprendre avant d'apprendre. Pourquoi a-t-on eu besoin, en droit français, de préciser ce principe de la responsabilité administrative ?
Parce que l'État en France a une très grande place. C'est pourquoi nous avons le fameux droit administratif. Et pour comprendre l'histoire du droit administratif, il faut comprendre l'histoire de la responsabilité administrative. Pourquoi ? Devancez-moi, pourquoi ? Si vous avez compris, vous pouvez répondre. Parce qu'ils sont indissociables. Les deux découlent de l'arrêt Blanco. J'ai pas le temps de faire de la théorie. Mais ce que vous devez retenir, c'est que les deux découlent de l'arrêt Blanco. Pourquoi ? Parce que, à l'époque, sous l'Ancien Régime, le souverain, selon l'adage, ne pouvait mal faire. Le roi ne peut mal faire. C'était un principe de droit public constitutionnel qui était lié à la forme du pouvoir, la forme monarchique du pouvoir, sous l'Ancien Régime. Donc il y avait du coup un principe d'irresponsabilité du souverain. Donc il n'y avait pas de responsabilité administrative. À la Révolution, qu'est-ce qui s'est passé en 1789 ? On a eu un transfert de souveraineté de la couronne à, pareil devancez-moi, restez concentrés, de la couronne à la nation. Mais le principe d'irresponsabilité, il demeurait. Alors par contre, on a eu deux tempéraments qu'il est intéressant de connaître pour comprendre le droit administratif et donc pour comprendre le principe de la responsabilité administrative. Premier tempérament, l'indemnisation des préjudices pour cause d'utilité publique. Ouvrez la DDHC dans votre constitution, là si vous l'avez à côté de vous, à l'article 13. Article 13 de la DDHC. Lisez en même temps que moi. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Et c'est là le plus important. Regardez. Elle doit être également répartis entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Vous voyez ? C'est le principe d'égalité devant les charges publiques qu'on retrouve à l'article 13 de la DDHC. Et c'est une conséquence de ce premier tempérament où on va commencer à indemniser les préjudices pour cause d'utilité publique. D'ailleurs, la loi du 28 Pluviose en 8 va permettre la réparation des dommages causés par les travaux publics. Ça aussi, notez-le. Et il faut le comprendre pour pouvoir l'expliquer le jour de l'examen à votre correcteur. Ça, c'est le premier tempérament. Deuxième tempérament, au principe d'irresponsabilité de l'État, c'est qu'il va y avoir la possibilité de demander des comptes aux agents publics de l'administration. C'est pas mal comme tempérament. Et là aussi, gardez votre DDHC. Allez à l'article 15. Vous l'avez sous les yeux, l'article 15 de la DDHC ? La société a le droit, et c'est là le plus important, de demander compte à tout agent public de son administration. Fermez les guillemets. Donc, vous voyez bien que l'article 15 de la DDHC découle de ce second tempérament et fonde le contrôle parlementaire. Parce qu'on a enfin la possibilité de demander des comptes aux agents publics de l'administration. Mais, malgré ces tempéraments, le principe d'irresponsabilité de l'État demeure. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour enfin acter un principe de responsabilité de l'État. Et c'est là qu'on a la naissance de la responsabilité administrative. L'ébauche plutôt d'une responsabilité dite administrative. Alors pourquoi ça a été aussi long ? Pourquoi on a dû attendre la fin du 19e siècle ? Là aussi, il faut le comprendre pour justement y voir clair dans ce cours et pour ne pas détester le droit administratif. Pourquoi on a mis si longtemps, donc fin 19e siècle, plus précisément 1873, le 8 février 1873, avec l'arrêt Blanco, pourquoi on a dû attendre si longtemps pour avoir un principe de responsabilité administrative ? Alors tout d'abord, j'espère que vous avez répondu à ma place, tout d'abord pour des raisons théoriques, parce qu'on a mis longtemps à reconnaître la personnalité morale de l'État. Et deuxième chose, pour des raisons pratiques cette fois-ci, parce que assujettir l'État heurte profondément le droit public français. Encore une fois, l'État en France a une place toute particulière, et aujourd'hui encore. Regardez le président de la République en France. Il n'est pas responsable. Pourtant, aux USA, il l'est. Vous voyez, on a encore des traces aujourd'hui de cette vision de l'administration toute puissante, typique à la France.
Bon, j'ai pas le temps de rentrer dans la théorie, mais il faut vraiment que vous compreniez ça. Et donc, à ce moment-là, à la fin du 19e siècle, on rentre dans l'état-providence interventionniste, donc qui est de plus en plus présent, de plus en plus croissant. Ce pourquoi on va s'assouplir au sujet de la place de l'État et on va commencer à comprendre qu'il faut que l'État s'assujettisse lui-même aux droits. De plus, on va avoir le système des assurances privées. Et oui, il faut être dans le concret, dans la réalité. On a un système d'assurance privée qui se met en place et qui va être l'un des éléments qui pousse à la reconnaissance de l'État et à reconnaître sa personnalité morale. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on arrive sur, finalement, l'arrêt Blanco qui va reconnaître une responsabilité dite administrative. Donc vraiment, on passe d'un principe d'irresponsabilité de la puissance publique, qui est le corollaire de la souveraineté de l'État, à l'arrêt Blanco, avec les tempéraments que je vous ai cités à la Révolution. À l'arrêt Blanco, le 8 février 1873. Et donc, c'est vraiment cet arrêt Blanco. Alors là, il faut le savoir par cœur. TC Blanco, 8 février 1873. Je vais le répéter plusieurs fois pendant le cours. Comme ça, vous le saurez par cœur parce que répéter, c'est enseigner. Qui est considéré comme l'arrêt fondateur du droit administratif. J'ai bien dit considéré. Je vous laisse voir la doctrine. Il consacre une responsabilité administrative dite autonome avec des règles spéciales et du coup autonomes qui sont justifiées par les besoins du service et en raison du lien entre la compétence et le fond. Et leur application, et du coup de la compétence, relève de la compétence de la juridiction administrative. Et c'est cet arrêt Blanco qui va reconnaître donc le principe d'une responsabilité administrative, mais aussi en déterminer les caractères généraux. Et là aussi, vous faites 3 flèches. Il faut savoir ces 3 caractères généraux de ce principe de responsabilité administrative. Premier caractère, responsabilité de principe. Deuxième flèche, deuxième caractère, responsabilité relative. Et troisième et dernière flèche, responsabilité spécifique. Je vais vous expliquer. Faites des arbres. Moi, c'est comme ça que je fonctionne pour ceux qui me demandent. Je fais des arbres. Comme des arbres généalogiques. Et pour apprendre par cœur, c'est parfait. Et pour comprendre. Les 3 caractères généraux de la responsabilité administrative. Première flèche, responsabilité de principe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est désormais plus une responsabilité d'attribution ou d'exception comme c'était le cas avant l'arrêt Blanco. Deuxième flèche, une responsabilité relative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutefois, elle n'est ni générale ni absolue. Confère arrêt Blanco, allez le relire. Et enfin, troisième et dernière flèche, donc troisième caractère, c'est une responsabilité spécifique. Pourquoi ? Pour ceux qui suivent en même temps mes cours sur la responsabilité civile délictuelle, pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas soumise au Code civil, et notamment à l'article 1240 du Code civil. C'est une responsabilité spécifique et non de droit commun. Donc vraiment, retenez ces 3 caractères généraux du principe de responsabilité administrative. 1. Responsabilité de principe. 2. Responsabilité relative. 3. Responsabilité spécifique. Alors pourquoi de telles spécificités ? Pourquoi ? Parce que dans cette responsabilité administrative, on doit intégrer le rapport inégalitaire. Et ça, vous devez vraiment le comprendre, mes chers étudiants. Parce que, à l'article 1240 du Code civil, que vous connaissez du coup, il y a un rapport égalitaire entre les citoyens. Donc, la responsabilité civile délictuelle est égalitaire. Mais entre l'État et un individu, le rapport est inégalitaire. C'est l'essence même du droit administratif. Donc, on a dû intégrer ce rapport inégalitaire dans une responsabilité. Vous comprenez ? Ce pourquoi d'ailleurs la juridiction est différente. Ici, c'est le JA qui est compétent et non le JJ. Donc la juridiction administrative, le juge administratif. Ok ?
Mais vous verrez que le droit contemporain va démentir ce fameux arrêt Blanco, je répète, TC Blanco 8 février 1873. Pourquoi ? Parce que la responsabilité administrative, comme vous le savez, tend de plus en plus à devenir générale et absolue. Et seconde chose, parce que la responsabilité administrative n'est plus fondamentalement spécifique au regard des règles et des mécanismes de droit privé. Au mieux, on peut dire qu'elle est autonome, cette responsabilité administrative, mais elle n'est aujourd'hui plus spécifique, car elle n'est plus originale. Elle s'est alignée, la responsabilité administrative, sur la responsabilité civile. Donc les 3 caractères généraux de l'arrêt Blanco, soit, je vous rappelle, responsabilité de principe, responsabilité relative et responsabilité spécifique, ont été largement atténués aujourd'hui. Donc nous allons voir, vous faites 2 grandes flèches pour cette introduction. Nous allons voir le principe de la répartition de la responsabilité entre qui ? Entre l'administration et ses agents. Hop, 2e grande flèche, le régime général de la responsabilité administrative. Soyez concentrés, je vous explique l'essentiel qu'il faut absolument comprendre et savoir par cœur. Vous êtes prêts ? Donc première flèche, ou grand 1 si vous préférez, le principe de la répartition de la responsabilité entre l'administration et ses agents. Seconde flèche, j'ai bien dit seconde parce qu'il n'y aura pas de 3e flèche, ou grand 2, le régime général de la responsabilité administrative. On commence par la première flèche, le principe de la répartition de la responsabilité entre l'administration et ses agents. Vous l'aurez compris, l'obligation de réparer les dommages causés par l'action administrative est acquise depuis l'arrêt Blanco, TC 8 février 1873. Oui, je vais vous le répéter, je suis sympa. Alors, la responsabilité est acquise, mais quid de à qui va incomber cette responsabilité ? À qui ? Et on a 2 solutions possibles qui sont alternatives. Alternative, ça veut dire non cumulative, c'est évident, c'est l'une ou l'autre. Soit à la charge des agents de l'administration, soit à la charge de la personne publique. Mais ça n'a pas été tranché. Donc, je vais vous expliquer ce qui va se passer. 2 sous-flèches, première étape, suite à la Révolution. 2e étape, 2e sous-flèche, suite à l'avènement de la 3e République. 2 sous-flèches, donc on est dans le principe de la répartition de la responsabilité entre l'administration et ses agents. 2 sous-flèches, première étape, allez, flèche à gauche, avènement de la Révolution. 2e sous-flèche, à droite, avènement de la 3e République. Alors, tout d'abord, première étape, avènement de la Révolution. Alors ici, on a une volonté de rompre avec les pratiques des parlements de l'Ancien Régime qui convoquaient les agents publics devant eux et parfois même les condamnaient. Donc, on a un système de responsabilité avec autorisation administrative préalable à la saisine du juge. Comment ça s'appelle ? C'est là ? Devancez-moi, c'est la garantie des fonctionnaires. Avec la loi, à vraiment savoir, la loi du 14 décembre 1790 qui subordonne l'action en responsabilité contre un agent public à une autorisation de poursuite délivrée par l'administration elle-même. Et cette garantie des fonctionnaires dont je vous parle est constitutionnalisée. Et oui, elle va être inscrite dans l'article 75 de la Constitution du 22 Frimaire en 8. Et pour que vous compreniez tous et que ça ne soit pas un blabla, le droit administratif, je parle de la Constitution du 13 décembre 1799. Donc l'article 75 de la Constitution du 13 décembre 1799, qu'on appelle la Constitution du 22 Frimaire en 8, constitutionnalise cette garantie des fonctionnaires. Et ça, il faut vraiment que vous le sachiez. Hein. C'est la base. Et donc, cet article 75 précise que la responsabilité d'un agent public ne peut être engagée que après une décision du Conseil d'État, car il y a une volonté d'éviter que le juge se mêle dans le fonctionnement de l'administration. On veut vraiment séparer le juge judiciaire du juge administratif. Donc ça, c'est vraiment à savoir. Première chose à savoir. Ensuite, pendant la période napoléonienne, je vous donne une statistique, on a 305 refus du Conseil d'État sur 1227.
305 refus sur 1227 autorisations de mise en responsabilité. C'est très peu. C'est très peu. Donc on voit que le Conseil d'État permet justement d'engager cette responsabilité des agents publics. Mais ce système va poser deux problèmes. Premier problème, c'est que ce système de la garantie des fonctionnaires donne aux agents publics une sorte de privilège personnel et parfois même d'immunité. Et deuxième chose, ce système est arbitraire. Et cela va susciter pas mal d'opposition. Notamment l'opposition des libéraux politiques pour ceux qui aiment la théorie avec Tocqueville. Donc on va arriver sur la seconde étape, la deuxième flèche, avènement de la Troisième République. Et là, tout va changer avec le décret-loi du 19 septembre 1870. Alors ça aussi, vous me le notez. Donc, dans la première étape, après la Révolution, vous notez la loi du 14 décembre 1790 et l'article 75 de la Constitution du 13 décembre 1799, avec la garantie des fonctionnaires. Et ensuite, bim, deuxième flèche, avènement de la Troisième République, qui a eu lieu quand ? En 70, justement, en 1870. Jusqu'à quand la Troisième République ? Petite révision. De 1870 à 1940. Et oui. Et là, vous notez décret-loi du 19 septembre 1870. Celui-là aussi, il faut le savoir. Et lui, il va mettre fin à la garantie des fonctionnaires. Il va abroger l'article 75 de la Constitution du 13 décembre 1799 dont je vous ai parlé juste avant. Il va également abroger toute autre disposition, écoutez-moi bien, toute autre disposition ayant pour but d'entraver les poursuites contre les fonctionnaires publics de tous ordres. Donc on voit ici, sous la Troisième République, que le gouvernement veut soumettre les agents publics au droit de la responsabilité civile. Pourquoi ? Pour pouvoir engager leurs responsabilités devant les juridictions judiciaires. Donc vous voyez les deux étapes, là, c'est plus clair pour vous, les deux flèches. Première étape, avènement de la Révolution. Donc on a la loi du 14 décembre 1790, il faut que vous la notiez, et l'article 75 de la Constitution du 22 Frimaire en 8, soit du 13 décembre 1799, où là, on a une garantie des fonctionnaires qui est en plus constitutionnalisée. Et ensuite, deuxième étape, deuxième flèche, l'avènement de la Troisième République, et boum, le décret-loi du 19 septembre 1870, qui vient abroger l'article 75, et par là même la garantie des fonctionnaires, et même toute autre disposition ayant pour but d'entraver les poursuites contre les fonctionnaires publics de tous ordres. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté du gouvernement de soumettre les agents au droit de la responsabilité civile. Mais, il y a toujours un mais en droit. Mais, quid de la disparition de la responsabilité administrative ? Parce que si vous m'écoutez bien depuis le départ, qui dit disparition de la responsabilité administrative dit disparition du droit administratif. Pas très intéressant pour les administrativistes, pour les professeurs de droit public. Plus sérieusement, disparition du droit administratif, alors qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ce décret-loi, dont je vous ai parlé, du 19 septembre 1870, à savoir par cœur, remet en cause la permanence du droit administratif et sa pérennité. De plus, comme vous pouvez le supposer, il y a une multiplication des actions judiciaires avec ce gouvernement qui nous incite à soumettre les agents publics au droit de la responsabilité civile. Et donc face à ça, notre fameux tribunal des conflits qui vient d'être créé en plus, va intervenir sur la question pour deux raisons. Déjà pour mettre fin à cette question de la pérennité du droit administratif, également pour faire face à la multiplication des actions judiciaires, mais aussi pour mieux indemniser les victimes et pour une volonté de bonne marche de la justice, avec le fameux arrêt que vous devez connaître. Pelletier, vous devez me devancer, sinon c'est que vous ne connaissez pas le cours. TC, 30 juillet 1873, Pelletier. Vraiment retenez cet arrêt, qui va distinguer la faute de service
qui sera imputable à l'administration, et la faute personnelle, qui sera imputable à l'agent public. Donc, TC, 30 juillet 1873, Pelletier. Et donc, cet arrêt va fonder une doctrine de répartition du contentieux qui ne sera jamais remis en cause. Le TC développe dans cet arrêt Pelletier une véritable politique jurisprudentielle dans la continuité de Blanco, de l'arrêt Blanco, TC 8 février 1873. Et oui, je vous le répète comme promis. Pourquoi je dis qu'il développe une véritable politique jurisprudentielle? Parce que là, il va remettre en cause la portée du décret-loi du 19 septembre 1870 dont je vous ai parlé. Et au nom de quoi? Au nom du principe de séparation des autorités judiciaires et administratives. Le TC, tribunal des conflits, va donc juger que la garantie des fonctionnaires couvre deux notions. 1. Une garantie personnelle, notez-le, donc qui protège les agents publics. Et 2. Une garantie réelle qui protège les tribunaux de l'ingérence du juge judiciaire. Et donc, on a une répartition, on a la faute personnelle de l'agent et la faute de service qui est imputable à l'administration et donc soumise au juge administratif, tandis que la faute personnelle de l'agent est soumise au juge judiciaire. Donc voilà pour cette première grande partie, cette première grande sous-flèche, le principe de la répartition de la responsabilité entre l'administration et ses agents. Si vous m'avez bien suivi, dans cette répartition, on avait deux sous-flèches. La première étape, l'avènement de la Révolution, avec la loi du 14 décembre 1790 pour la garantie des fonctionnaires, qui est ensuite constitutionnalisée dans l'article 75 de la Constitution du 22 Frimaire en 8, c'est-à-dire du 13 décembre 1799. Bim! Seconde étape, deuxième flèche, avènement de la Troisième République, avec un décret-loi du 19 septembre 1870, ça aussi à savoir par cœur, qui met fin à la garantie des fonctionnaires, qui abroge l'article 75 précité, qui abroge également toute autre disposition ayant pour but d'entraver les poursuites contre les fonctionnaires. Et ensuite, on a l'arrêt Pelletier du TC 30 juillet 1873 qui va instaurer la distinction entre la faute de service et la faute personnelle. Maintenant que tout ça est ok, on passe à la seconde grande flèche, le régime général de la responsabilité administrative. Alors là aussi, deux sous-flèches. Première sous-flèche pour ce régime général de la responsabilité administrative. Première sous-flèche, les conditions générales de la responsabilité administrative. Et deuxième sous-flèche, l'indemnisation du préjudice. On y va. Les conditions générales de la responsabilité administrative. Concentrez-vous. Focus. On commence à monter crescendo là. Alors ici, c'est comme en droit de la responsabilité civile. Il existe 3 conditions cumulatives. Il faut les 3. 1. L'existence d'un préjudice. 2. Un fait générateur. 3. Un lien de causalité. Donc faites 3 sous-sous-flèches. Première sous-sous-flèche, l'existence d'un préjudice. Deuxième sous-sous-flèche, un fait générateur. Troisième et dernière sous-sous-flèche, un lien de causalité. L'existence d'un préjudice, il peut être direct ou par ricochet. Il doit avoir 2 caractères cumulatifs. Il doit être certain et réparable. Ça aussi, vous le notez. Ensuite, deuxième sous-sous-flèche, un fait générateur. Le fait générateur, on le verra, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on le verra en détail. Pourra être pour faute ou sans faute. Et c'est là où nous verrons qu'il y a une gradation des fautes dans le système de la responsabilité pour faute. Parce qu'il y a la faute de service, la faute personnelle, la faute simple, la faute lourde. Donc, on le verra. Et vous pouvez le noter. Fait générateur pour faute ou sans faute. Et à côté de faute, vous pouvez marquer faute de service ou personnel, faute simple ou faute lourde. Ensuite, il faut que vous notiez qu'il y a 3 possibilités concernant justement la faute dans le fait générateur. On peut avoir un cumul de fautes. C'est possible. Avec une faute de service et une faute personnelle. Et c'est l'arrêt Conseil d'État Anguet 3 février 1911. Voilà pourquoi je vous l'ai cité dès le départ. Vous devez l'avoir sous les yeux. Conseil d'État Anguet 3 février 1911. Cumul de fautes possibles, faute de service plus faute personnelle.
Ok, c'est le premier point. Deuxième point, cumul des responsabilités possible également. Avec ici 2 arrêts que je vous ai également cités en introduction. Vous voyez, maintenant c'est plus simple parce que vous les avez sous les yeux. Conseil d'État Lemonnier, 26 juillet 1918, qui sera ensuite complété par Conseil d'État Assemblée, 18 novembre 1949, Demoiselle Mimeur. Ne vous inquiétez pas, on développera tout. Et enfin, troisième point, possibilité d'action récursoire. Alors, petit rappel, l'action récursoire, c'est l'action permettant à celui qui a réparé un dommage d'exercer ensuite un recours contre le véritable responsable du dommage. Ok ? Ici, c'est l'arrêt Conseil d'État, pareil que je vous ai cité en début, Laruelle et Delville d'Assemblée du 28 juillet 1951. Donc, dans le fait générateur, je répète pour que ce soit clair, vous avez sans faute ou pour faute. Si c'est pour faute, vous avez faute de service, faute personnelle, faute simple et faute lourde. À bien distinguer, et nous verrons ça dans les prochains podcasts. Ensuite, 3 points. Premier point, possibilité de cumul de fautes. Faute de service plus faute personnelle. Arrêt, Conseil d'État, Anguet, 3 février 1911. Deuxième point, possibilité de cumul des responsabilités. Avec l'arrêt CE, Lemonnier, 26 juillet 1918, et l'arrêt CE, Assemblée, 18 novembre 1949, Demoiselle Mimeur. Et enfin, dernier et troisième point, possibilité d'action récursoire. Avec CE, Laruelle et Delville, 28 juillet 1951, en Assemblée. Donc, fait générateur, je répète, sans faute ou pour faute. Si c'est faute, il faudra bien distinguer faute de service de la faute personnelle et distinguer faute simple de faute lourde. Et il y a 3 possibilités à savoir. Première possibilité, cumul de fautes possibles. Deuxième possibilité, cumul des responsabilités. Troisième possibilité d'action récursoire. Donc on a vu préjudice, qui doit être certain et réparable. On a vu fait générateur, pour faute et sans faute, avec les 3 possibilités. Cumul de faute, cumul de responsabilité et action récursoire. Et enfin, lien de causalité. Le lien de causalité, c'est entre quoi et quoi ? C'est comme en responsabilité civile délictuelle pour ceux qui suivent le même cours en ce moment sur ce sujet. C'est quoi ? C'est entre le préjudice et le fait générateur. Et c'est comme en responsabilité civile délictuelle, pour ceux qui sont en train de l'écouter en même temps, vu qu'il sort en même temps sur ma chaîne, c'est à la victime de le prouver par principe. Mais parfois, il y a des présomptions d'imputabilité. Il y a des présomptions de fait ou de droit, comme en responsabilité civile délictuelle. Donc, pareil, on va développer ensuite. Autre chose à savoir sur le lien de causalité. Le juge administratif applique ici la théorie de la causalité adéquate et non celle de l'équivalence des conditions. Alors là, c'est pareil. C'est la même définition que celle que je vous ai donnée en droit de la responsabilité civile délictuelle, mais je vous la redonne ici pour ceux qui n'ont pas écouté ces podcasts-là. La théorie de la causalité adéquate, et il faut le savoir par cœur pour aujourd'hui partiel, c'est la théorie qui va opérer un tri entre les différents faits ayant conduit au dommage pour ne retenir comme cause juridique que l'événement qui portait inéluctablement en lui la probabilité du préjudice. Donc c'est plus restreint que la théorie de l'équivalence des conditions, qui, je vous rappelle, elle retient tout événement sans lequel il ne se serait pas produit, donc qui est beaucoup plus large. Et rappelez-vous qu'en droit de la responsabilité civile délictuelle, je vous ai expliqué que la jurisprudence, la Cour de casse n'avait pas tranché entre ces deux théories, mais que toutefois, il faudra dire le jour de l'examen que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient récemment davantage l'équivalence des conditions, car c'est plus favorable aux victimes. Mais ici, en responsabilité administrative, c'est l'inverse. Et là, c'est acté. Autant en responsabilité civile délictuelle, c'est une supposition que vous allez faire au regard de la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de casse, autant ici, en droit administratif, c'est acté. Le juge administratif applique la théorie de la causalité adéquate. Je le répète, le juge administratif applique la théorie de la causalité adéquate et le jour de l'examen, vous dégainez, vous expliquez pour montrer que vous avez compris
que la théorie de la causalité adéquate, c'est la théorie qui opère un tri entre les différents faits ayant conduit au dommage pour ne retenir comme cause juridique que l'événement qui portait inéluctablement en lui la probabilité du préjudice. Ok, ça c'est vraiment à savoir pour le jour du partiel, hein. Vraiment. Enfin, ce qu'il faut savoir, et que je vous encourage à noter dès maintenant, c'est qu'il peut y avoir des exonérations, il peut y avoir une rupture du lien de causalité, soit par la faute de la victime, soit par le fait du tiers, soit par la force majeure, soit par le cas fortuit. Donc là aussi, on l'a vu en droit de la responsabilité civile délictuelle, mais je vous le rappellerai ici. On va tout développer ça ensuite, hein. Comme à chaque fois, on y va crescendo. Donc voilà pour le préjudice, le fait générateur et le lien de causalité. Donc préjudice, il doit être certain, réparable. Fait générateur, on a pour faute, sans faute, avec les trois possibilités. Cumul de fautes possibles, arrêt Anguet, cumul des responsabilités, arrêt Lemonnier et arrêt Demoiselle Mimeur, et possibilité d'action récursoire, arrêt La Ruelle et Delville. Ok ? Le lien de causalité, on l'a vu, c'est à la victime de le prouver en principe, mais parfois, il y a des présomptions d'imputabilité de fait ou de droit. Il faut également savoir que c'est la théorie de la causalité adéquate qu'applique le juge administratif. C'est tranché ici. Et ce n'est pas donc la théorie de l'équivalence des conditions. Et enfin, il faut savoir qu'il y a des moyens d'exonérer s'il y a rupture du lien de causalité par la faute de la victime, par le fait du tiers, par la force majeure ou par le cas fortuit. On développera tout ça. Ça, c'était pour la première sous-flèche, les conditions générales de la responsabilité administrative. Deuxième sous-flèche, l'indemnisation du préjudice. Là aussi, l'essentiel à savoir par cœur. 1. Il y a un principe de réparation intégrale. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Dans mon dernier podcast en droit de la responsabilité civile, justement. Tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Principe de réparation intégrale. Et en droit administratif, c'est l'arrêt Conseil d'État 21 mars 1947, Aubry. Voilà pourquoi je vous les ai cités dès le départ. Comme ça, c'est clair dans vos têtes et vous avez votre feuille sous les yeux. Deuxième point. La victime doit être rétablie dans sa situation économique antérieure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la victime ne doit ni être enrichie, ni être appauvrie. Dans les deux sens. Troisième point, l'indemnisation se fait en argent et non en nature. Sauf pour les immeubles endommagés. Parce que je vous rappelle qu'en nature, ça veut dire rétablir la chose dans sa situation antérieure. Donc quand son immeuble est endommagé, on préfère qu'il soit rétabli dans sa situation antérieure, c'est-à-dire lorsqu'il n'était pas endommagé. Sinon, c'est indemnisation en argent. Et enfin, dernier point, il y a eu une évolution du Conseil d'État concernant le préjudice moral, et c'est allé, cette évolution, jusqu'à la perte de chance qui a été reconnue, et on l'a vu en droit de la responsabilité civile délictuelle également. Donc là, ce sont des arrêts. Donc arrêt du Conseil d'État, Assemblée, 26 novembre 1961, le Tisserand, que je vous ai cité là aussi en introduction pour que vous reteniez bien par cœur, donc vous devez l'avoir sous les yeux, qui lui reconnaît le préjudice moral. Donc on va, à partir de cet arrêt, réparer le préjudice moral. Et le second arrêt, à savoir, c'est l'arrêt Conseil d'État, section 5 janvier 2000, consort tel, que je vous ai également cité en début, qui, lui, indemnise la perte de chance. Donc, je récapitule les points à savoir sur l'indemnisation du préjudice en responsabilité administrative. 1. Principe de réparation intégrale. Arrêt Aubry. 2. La victime doit être rétablie dans sa situation économique antérieure, ni appauvrie ni enrichie. 3. L'indemnisation se fait par priorité en argent et non en nature, sauf pour les immeubles endommagés. 4. Évolution concernant les préjudices moraux, mais également jusqu'à la perte de chance, avec les arrêts le Tisserand et l'arrêt consort tel qui va indemniser la perte de chance. Donc voilà pour cette introduction. On passera au prochain podcast dans le vif du sujet avec la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute pour que vous sachiez tout le jour de l'examen. Pour aujourd'hui, ce que vous devez vraiment retenir dans cette introduction, c'est que le principe de la responsabilité est lié au droit administratif. Avec ce que je vous expliquais, sous l'Ancien Régime, le souverain ne pouvait mal faire. Ensuite, les petits tempéraments qu'on a eus à la Révolution, qui sont d'ailleurs liés à la DDHC, avec l'article 13 de la DDHC et l'article 15 de la DDHC. Ça, vous pouvez le sortir si vous avez une dissertation ou même un commentaire d'arrêt. C'est très intéressant et ça montre que vous avez compris.
ou même dans un cas pratique, il faut juste bien le formuler et montrer que vous avez compris et que vous avez compris que l'histoire du DA, du droit administratif, est indissociable de l'histoire de la responsabilité administrative, comme le montre l'arrêt Blanco du tribunal des conflits du 8 février 1873. Et enfin, vous dites que c'est vraiment à la fin du 19e siècle qu'on va véritablement acter un principe de responsabilité de l'État avec l'ébauche d'une responsabilité dite administrative. Et là, vous expliquez que l'arrêt Blanco va reconnaître ce principe et va en déterminer 3 caractères généraux. 1, une responsabilité de principe. 2, une responsabilité relative. 3, une responsabilité spécifique. Mais que le droit contemporain va par la suite démentir l'arrêt Blanco, toutefois l'atténuer. Et ensuite, vous expliquez le principe de la répartition de la responsabilité entre l'administration et ses agents, avec la première étape juste après la Révolution et la seconde étape après la Troisième République. Je vous rappelle, première étape, loi du 14 décembre 1790 et article 75 de la Constitution du 22 primaire en 8 qui pose la garantie des fonctionnaires. Et ensuite, seconde étape, avènement de la Troisième République, et là, bim, décret-loi du 19 septembre 1870 qui va abroger la garantie des fonctionnaires et TC, arrêt Pelletier, 30 juillet 1873, où le TC intervient et va distinguer la faute de service de la faute personnelle. Et la faute personnelle de l'agent sera traitée par le JJ, le juge judiciaire, tandis que la faute de service sera traitée par le juge administratif. D'ailleurs, je vous renvoie pour cela aux précisions. Vraiment, c'est important, écoutez-moi, aux précisions d'Édouard Laferrière dans ses conclusions rendues sous l'arrêt TC 5 mars 1877, l'aumônier Carriole que je vous ai cité en début de podcast. Il dit notamment « Si l'acte dommageable est impersonnel et non l'homme avec ses faiblesses, l'acte reste administratif et ne peut être déféré aux tribunaux. » Donc on voit bien qu'il y a une distinction JJ et JA. Je vous souhaite bon courage. Apprenez vraiment par cœur ce que je viens de vous dire dans cette introduction. Comme ça, pour le prochain podcast qui traitera, bim, de la responsabilité pour faute et sans faute, on va aller droit au but. On fera d'ailleurs un cas pratique ensemble pour que vous compreniez comment faire le jour du cas pratique, comment faire le jour de l'examen. D'abord, il faut que vous sachiez cette introduction par cœur, avec la jurisprudence qui va avec, car je vous ai donné les arrêts importants, les arrêts essentiels. Si vous voulez en apprendre d'autres, allez-y. Mais ceux-là, ils sont vraiment à savoir par cœur, il n'y a pas de débat. Et encore une fois, il faut les savoir par cœur en entier, pas TC Blanco 73. Hein? Comme je vous l'ai dit, vous l'avez compris, c'est 8 février 1873. Et n'oubliez pas d'indiquer pour le Conseil d'État les formations de jugement, section, assemblée, etc. Donc bon courage pour vos révisions, accrochez-vous. Si vous passez des moments difficiles, je sais que ça arrive à certains étudiants, et parfois ça arrive vraiment au mauvais moment. Je pense à ceux qui vivent le pire, soit des maladies, des ruptures ou des deuils. Accrochez-vous. C'est facile à dire pour moi. Accrochez. Vous pouvez m'écrire si nécessaire. Dans tous les cas, on se retrouve pour la responsabilité pour faute et sans faute. Bon travail.